Et bienvenue pour cette deuxième conférence du cycle L'humain recomposé, donc qui est un cycle organisé en partenariat avec l'Université de Poitiers et le CHU de Poitiers. Je laisserai la parole à Thierry Houet pour présenter un peu le contexte du cycle. Et ce soir, donc, nous remercions donc les docteurs Arnaud Germano et Tanguy Vendeuvre de nous présenter cette conférence sur l'apport du numérique dans la médecine personnalisée. Il faut savoir qu'on a déjà, l'an passé, fait plusieurs conférences sur cette thématique. C'est un peu ça, l'objectif de l'humain recomposé, interroger la façon dont la médecine se renouvelle par rapport aux nouvelles innovations. Donc, on avait fait opérer sans ouvrir, enfin des conférences qui abordent ça. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir et de vous entendre. Donc, nous aurons un temps d'échange ensuite avec vous. Et Thierry, je te laisse la parole. Merci. Alors, merci Louise. Donc, bonsoir, merci d'être présent. Et surtout, pour moi, c'est un vrai plaisir d'accueillir Arnaud et Tanguy, qui sont l'un est médecin, chirurgien orthopédiste, l'autre est docteur universitaire et docteur en biomécanique. Et c'est un sujet en fait qui est extrêmement important, qui concerne effectivement le squelette au sens large, les os en particulier. Et donc cet apport du numérique aujourd'hui est quelque chose qui concerne d'ailleurs pas uniquement la chirurgie orthopédique, qui concerne globalement maintenant, je dirais, les activités futures du chirurgien. C'est quelque chose qui est présent. C'est quelque chose qu'il faut voir comme une aide, comme une reconstruction, comme quelque chose qui peut effectivement aider, permettre en tout cas d'améliorer très nettement la qualité par la préparation justement par rapport au numérique. Et c'est certainement une technique qui aujourd'hui va se développer. C'est donc quelque chose qui est totalement intégré dans le cycle de l'humain recomposé. L'humain recomposé, derrière, c'est l'humain réparé. Et naturellement, tout ce qui est les problèmes osseux, que ce soit en traumatologie ou dans d'autres pathologies, sont au premier plan. Et on a nécessité donc effectivement de préparer et de réparer correctement. Et c'est tout à fait ce genre d'outil qui peut permettre aujourd'hui, qualitativement en tout cas, et au moins vraiment qualitativement, d'améliorer les choses. Je vous donne la parole. Merci en tout cas encore une fois. Bon, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci pour cette introduction. Et, donc, avant de commencer, j'aimerais remercier donc les porteurs des cycles de conférences de l'humain recomposé. Remercier également l'Université de Poitiers et le CHU pour nous avoir conviés à réaliser cette conférence. Et j'aimerais remercier l'Espace Mendes France de nous accueillir ce soir donc pour débattre autour de l'apport du numérique dans la médecine personnalisée. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers, donc enseignant-chercheur, donc au sein de la Faculté des sciences fondamentales et appliquées. J'effectue mes recherches au laboratoire P', donc, qui est situé sur le campus du Futuroscope. Donc, c'est un laboratoire, je vais en dire quelques mots après, qui est orienté en sciences pour l'ingénieur. Je suis également responsable du master ingénierie de conception de l'université et également responsable d'un groupe de recherche en biomécanique au sein de l'Institut. Donc l'Institut P', qu'est-ce que c'est ? C'est donc un gros laboratoire de recherche en sciences pour l'ingénieur qui regroupe 3 départements de recherche. Le premier, physique et mécanique des matériaux, le second, fluide, transfert, combustion, et le dernier, autour du génie mécanique et système complexe. Donc ça représente 18 équipes de recherche, 572 personnes, donc l'un des plus gros laboratoires en sciences pour l'ingénieur en France, pour le CNRS en tous les cas, et dont les recherches sont majoritairement orientées en ingénierie des matériaux, en mécanique des matériaux, énergétique, pour le transport, pour l'aéronautique, avec des approches à la fois expérimentales, mais également numériques. Et donc au sein de ce laboratoire, nous avons également une équipe de recherche en biomécanique, et c'est ce dont on va parler un peu plus précisément ce soir. Donc pour me présenter maintenant, donc moi je suis Tanguy Vendeuvre, je suis chirurgien orthopédiste au CHU de Poitiers. Donc j'ai cette activité en fait de chirurgie des membres en fait de l'appareil locomoteur, plus spécifiquement de la colonne vertébrale ou de la traumatologie. Et puis j'ai une double casquette en fait avec une activité collaborative avec l'Institut P' et des travaux de recherche en biomécanique orientés justement sur l'apport que pourraient avoir les sciences pour l'ingénieur dans la chirurgie orthopédique.
Donc je ne vais pas présenter l'intégralité du CHU, il a été assez exhaustif sur l'Institut P', mais juste pour resituer au moins le site de la Milletterie et le fait que c'est un CHU donc, qui a une envergure sur l'ensemble de l'ex-région Poitou-Charentes, avec l'ensemble des disciplines qui est représenté en fait, tant sur un plan chirurgical que médical. Donc, afin de parler de biomécanique en fait, et de l'usage en fait, du numérique en, fait, en biomécanique et dans la médecine, le minimum en fait, c'est d'avoir un tandem, en fait, un binôme entre un médecin et un mécanicien ou un ingénieur. Donc ça, c'est le tandem minimum. Mais en fait, en pratique, pour aller plus loin, et demain, en fonction de ce qu'on voudra réaliser, il faudra avoir également sans doute un informaticien, des mathématiciens, des roboticiens, des spécialistes du mouvement, des tribologues, en fait, spécialistes des frottements, des anatomistes, bien sûr, des radiologues, des physiologistes, et puis ensuite, en fonction de ce que le numérique indiquera comme possibilité ou non, et de la réalisation technique qui sera faite derrière, très probablement tout un système juridique autour de ça à l'avenir. Donc, nous, là, on présentera donc l'apport du numérique aujourd'hui, mais en fait, les liens entre le CHU et l'université, l'Institut P', l'ABS Lab ou des laboratoires comme Prismatic, en fait, est englobé en fait, dans un groupe de travail transversal qui s'appelle le GT biomécanique, donc des applications à vocation médicale en biomécanique, avec différentes équipes en fait, qui peuvent travailler au sein de l'Institut P', et également au sein du CHU avec différentes expérimentations. Pour introduire le sujet rapidement de ce soir, parce qu'en fait on parle de numérique. Est-ce que le numérique c'est simplement en fait des belles images comme ça de traumatologie en fait où on voit un patient en fait en train de faire son travail, de peindre, et puis finalement on voit cette échelle massive et le patient est amené à chuter, et à ce moment-là on voit de très belles images numériques sur ce squelette qui se passe sur différents endroits. Et on va essayer de voir est-ce que l'apport du numérique, c'est simplement de pouvoir montrer au grand public de belles images, ou c'est d'aider en fait, à de belles prises en charge médicales. Le problème, c'est qu'à la télé, en fait, il y a de nombreuses séries, que ce soit Les Experts ou Bones, où on a vraiment l'impression que le numérique et la simulation numérique est partie prenante. En fait, on arrive à faire des enquêtes, on arrive à reconstituer des choses fantastiques, mais malheureusement, en fait, on n'en est pas encore là en fait, pour la médecine. Et la médecine et le numérique, c'est encore beaucoup de recherche et pas exactement en fait, une bascule directe dans le quotidien des médecins, même si on sent que c'est bientôt demain. Et donc, du coup, par rapport à ça, nous, on n'en est pas encore là, et on va essayer de présenter ce soir ce que l'on peut apporter et comment en fait, les grands axes vont se mettre en place probablement dans la médecine de demain pour la prise en charge. Donc, juste pour reprendre quelques définitions, c'est que dans le titre, en fait, on a voulu l'apport du numérique dans la médecine personnalisée, parce qu'en fait, la médecine, c'est tout l'inverse. En fait, hein. La médecine, c'est la mise en place d'un traitement qui doit être validé pour une population. En fait, ça se base sur des recherches, des essais cliniques, en fait, où on vient prendre des patients en espérant que ces patients de cette sous-population représentent bien la moyenne des patients. Donc en fait, on essaye la plupart du temps, pas nécessairement de faire de la médecine réellement personnalisée, mais on essaye de faire de la médecine qui va pour le plus grand nombre de patients au quotidien. Et donc on va voir comment ces outils, finalement, peuvent s'inscrire dedans. Ensuite, juste un bref rappel sur la chirurgie orthopédique. En fait, la chirurgie orthopédique, c'est la chirurgie qui touche l'ensemble de l'appareil locomoteur, que ce soit osseux, musculaire ou tendineux. Et ça ne se limite pas aux semelles orthopédiques non plus. Donc ça, c'est juste un rappel, parce que souvent, les gens, en fait, par rapport à ce nom, se posent cette question. Et puis ensuite, on va faire de très brefs rappels de mécanique pour expliquer comment tout ça, mis bout à bout, nous oriente vers le numérique. Alors, on va faire effectivement quelques rappels de mécanique. Donc, on va reprendre la définition de la mécanique. Hein. Si on prend un dictionnaire, en fait, la mécanique, c'est une science qui a pour objet l'étude des forces et de leurs actions. Donc, par exemple, l'étude des machines, de leur construction et de leur fonctionnement. Alors plus précisément, on va s'intéresser à la biomécanique et à l'ensemble des applications de la mécanique, de ses lois et de ses méthodes au domaine biologique. Alors à titre d'illustration, je vous invite à aller regarder des petits montages de Marion Montaigne sur le professeur Moustache autour de la biomécanique. C'est assez parlant et c'est assez vrai en fait. Bon, plus sérieusement, on va faire quelques petits rappels de mécanique. Alors, en mécanique, déjà, une des premières choses, ça va être la force. Alors si je prends un haltérophile, lorsqu'il soulève des haltères, il y a le poids des haltères qui va agir sur l'athlète. Et donc on va caractériser les forces finalement provoquées par ces poids par une direction, donc là verticale, un sens, ça va vers le bas puisque c'est dû à la pesanteur, et une intensité qui correspond finalement au nombre de galettes qu'on va mettre au bout de la barre.
Et donc d'un point de vue mathématique, ça se caractérise par un vecteur avec les mêmes définitions, direction, sens, intensité. Et donc une force a tendance à entraîner une translation. Et nous, en tant que mécaniciens, biomécaniciens, on va essayer de comprendre finalement quelles sont les actions de cette force sur les différentes parties du corps. Alors, la deuxième action mécanique qu'on peut caractériser et qu'il est important de comprendre, c'est la notion de moment. Alors un moment, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action d'une force en un point autre que son point d'application. Alors là aussi, on va prendre un exemple très simple, qui est l'exemple d'une grue. Si on regarde l'action de la force au bout de la flèche de la grue, finalement, simplement le poids qu'elle peut porter, eh bien, ça va avoir tendance à faire tourner la grue, à faire basculer la grue dans le sens de la charge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un moment. Et si on veut caractériser ça d'un point de vue mathématique, eh bien, finalement, c'est la force, donc caractérisée par le vecteur F ici, multiplié par la distance entre là où je vais regarder l'action du moment, c'est-à-dire au sol, par rapport au point d'application de la force, qui est le point A. Et donc en fait, ça a tendance à entraîner un basculement ici de la grue. Alors pour essayer de comprendre et d'aller un petit peu plus loin, lorsqu'on regarde un système mécanique, donc là je vais reprendre l'exemple de mon haltérophile, on va essayer de faire l'équilibre de ce système mécanique, donc de l'haltérophile, avec finalement l'action de la barre avec les poids qui est reporté sur les poignets de l'haltérophile. Sur l'haltérophile, on va également caractériser son poids, qui lui est propre, et la réaction au sol, au niveau des pieds. Et si je fais la somme de toutes ces forces, on doit avoir un équilibre, donc ça doit être égal à 0, en l'occurrence, si l'haltérophile réussit à maintenir la force en position statique. Si je prends l'exemple de ma grue, sur ma grue, heureusement, elles sont en équilibre généralement les grues, que ce soit à vide ou lorsqu'il y a une charge, simplement parce qu'il y a des contrepoids qui sont bien positionnés, que ce soit de l'autre côté de la flèche ou au sol, de manière à ce qu'on évite ce basculement. Et finalement, en tant qu'ingénieur, nous, on s'intéresse à l'équilibre de tous ces moments et on s'assure que tout fonctionne bien, quelle que soit la charge et la distance de cette charge par rapport au sol. Donc, une fois qu'on a ces petites notions de force et de moment, maintenant, on peut s'amuser à les appliquer sur différents segments du corps humain pour voir leurs actions. Donc là, j'ai repris finalement un ouvrage du génie civil. Ce génie civil fait partie de la mécanique aussi. Donc il y a toute une équipe de mécaniciens quand même qui s'est intéressée à la tenue mécanique de cet ouvrage. Et on peut faire la comparaison avec des segments humains et particulièrement la colonne vertébrale, puisque comme c'est le cas pour le viaduc de Millau, on a assemblé finalement des structures très rigides qui sont constituées de béton et d'armature métallique, avec des câbles qui sont plus flexibles. Eh bien, une colonne, c'est un empilement de vertèbres et de disques, c'est-à-dire de corps très rigides avec des corps beaucoup plus flexibles. Et finalement, toutes ces structures subissent des sollicitations mécaniques extérieures qui sont donc des forces ou des moments qui vont induire finalement probablement des déplacements ou des déformations au sein de leur corps. Donc, une fois qu'on applique donc, des actions mécaniques sur ces corps vertébraux, on va essayer de comprendre finalement quelle est la tenue mécanique et la cohésion du solide. Donc il faut aller sur la notion de contrainte pour comprendre ça. La notion de contrainte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut comprendre qu'on va admettre l'existence de forces de cohésion internes aux matériaux, c'est-à-dire que lorsque j'applique une force de compression sur la vertèbre, eh bien, la vertèbre en elle-même réagit par des forces de cohésion au sein de son matériau. Et donc ça, ces forces de cohésion, c'est ce qu'on appelle les contraintes dans le matériau, et c'est ces contraintes-là qui assurent l'intégrité finalement de sa géométrie. Et donc les contraintes sont fonction de quoi ? Sont fonction de la force que j'applique sur ma structure et de la surface finalement de ma structure. Donc là, en l'occurrence, ça va être la section du corps vertébral, la surface du corps vertébral. Et si je m'amuse à commencer à faire de la simulation numérique, puisqu'on va parler quand même de simulation numérique à un moment donné, eh bien, on peut observer cette variation de contraintes au sein du corps vertébral en fonction de l'application de la force de compression. Et donc après, on va aller sur la notion de résistance mécanique, puisque finalement, on a parlé de force de cohésion, mais si ces forces de cohésion deviennent trop importantes dans la structure, eh bien, on va atteindre peut-être la contrainte limite de rupture, c'est-à-dire la limite admissible par le matériau en lui-même. Et si on atteint cette limite, eh bien, c'est là qu'il peut y avoir rupture, endommagement, tassement et fracture de la structure osseuse. Donc c'est important de bien comprendre ces notions de contraintes mécaniques qui sont directement liées aux forces et aux moments qu'on vient juste de présenter auparavant. Alors l'idée, puisque l'idée dans toute structure, que ce soit mécanique ou sur les segments humains, ça va être d'essayer de limiter cette intensité de contrainte de manière à s'assurer qu'on est en dessous de cette limite. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait de la mécanique pour limiter ces notions de contrainte ? Eh bien, on étaye, on rajoute
des étais, par exemple en maçonnerie. Ou alors on essaie d'utiliser des matériaux qui vont avoir tendance à avoir une limite en contrainte beaucoup plus importante. Mais généralement, on essaie d'augmenter cette surface de contact, toujours par rapport à ce ratio, de manière à limiter cette contrainte pour une même force donnée. Donc là, il y a une petite notion de matériau tout de même, puisqu'il faut bien comprendre que selon la nature du matériau et pour une force donnée, on va avoir différentes réactions. On va avoir tendance à allonger ou à déformer plus un matériau que d'autres, si on choisit par exemple des matériaux polymères qui vont avoir tendance à s'allonger davantage et avoir une résistance mécanique moins importante que les matériaux de type métallique, titane ou autre, chrome, cobalt. Ce sont des matériaux qui sont utilisés après en chirurgie. Alors ensuite, on va parler quand même de l'apport du numérique et de la simulation dans ces compréhensions de phénomènes mécaniques. Alors il faut savoir que je vais revenir sur des notions qu'on connaît bien, nous, à P', qui sont l'aéronautique. Donc là, j'ai été chercher des images sur différents sites de laboratoires qui travaillent sur l'aéronautique, notamment à l'ONERA, où il y a de très belles simulations qui sont faites. Et donc, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fabrique un avion, comment est-ce qu'on certifie un avion pour qu'il puisse voler. Donc, de plus en plus, et depuis des années maintenant, évidemment, il y a une phase de conception assistée par ordinateur, la CAO, qui est réalisée. À la suite de cette CAO, on conçoit des modèles démonstrateurs. On teste mécaniquement sur des essais réels ces modèles démonstrateurs sous forme par composants, puis ensuite par sous-ensemble, et ensuite on prépare des essais grandeur réelle et on fait des essais en vol. Donc ça, c'était le cas il y a quelques années, par exemple pour le programme A380 au début des années 2000, c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis quelques années, et notamment pour l'Airbus A350 ou le dernier Boeing qui va sortir, qui est en certification actuellement, eh bien, on va avoir tendance à modifier cette pyramide des essais en diminuant au maximum les essais expérimentaux et en augmentant la simulation, de manière à diminuer les coûts, parce qu'évidemment, créer des modèles démonstrateurs, que ce soit sous forme de composants ou sous-ensemble, et encore plus un essai à grandeur réelle, c'est très onéreux, et on a plutôt tendance à aller vers de la modélisation numérique, avec par exemple des essais, des essais sur la structure en elle-même. Donc là, on a une turbine qui est testée, ou également tester l'impact du bruit du réacteur ou du train d'atterrissage de l'avion. Et tout ça, ça peut se simuler. Alors malgré tout, il faut connaître finalement quels sont les bons ingrédients pour faire de la simulation. Donc on va commencer à prononcer le mot de jumeau numérique. Quels sont les bons ingrédients pour réaliser une simulation ? Donc le premier, c'est la géométrie. Il faut absolument disposer de la géométrie numérique. Donc ça, vous allez me dire, c'est pas forcément compliqué puisqu'on a déjà conçu sur ordinateur toutes les pièces. Donc ça, c'est la base. Il nous faut une géométrie fidèle. Donc en aéronautique ou dans le domaine du transport, c'est assez facile puisqu'on conçoit déjà de base ces pièces sur ordinateur. Ensuite, il faut allouer des jeux de matériaux à chaque pièce de la structure. Donc là, par exemple, sur un avion, évidemment, on va tendance à utiliser de plus en plus des matériaux composites avec du carbone, par exemple, et éventuellement, et surtout aussi des structures en aluminium de manière à ce que ce soit le plus léger possible. Et ensuite, il nous faut des conditions limites réelles. En tous les cas, il nous faut des conditions limites qui vont se rapprocher des conditions réelles. Et c'est là que les essais expérimentaux sont très importants. Autant la géométrie et les matériaux, on maîtrise assez bien l'inclusion de ces deux paramètres dans la simulation. Les conditions limites réelles, c'est quand même pas forcément évident. Donc là, par exemple, vous avez la simulation d'un amérissage. Alors, c'est ce qui s'est passé dans l'Hudson il y a quelques années quand même. Et puis là, vous avez la simulation d'un crash. Alors, il est hors de question d'aller crasher un avion quand même et de regarder ce qui se passe. Les mesures seraient quand même extrêmement compliquées et ça serait extrêmement onéreux. Donc, on a vraiment tendance en aéronautique de plus en plus à concevoir un avion complet. Alors, la conception, mais surtout la phase de qualification. Et c'est ce que fait Dassault, notamment sur l'un de ces derniers appareils. C'est eux qui ont commencé à faire ça dans les années 2010. Alors, juste pour bien comprendre jusqu'au bout de la chaîne, on a besoin quand même de confronter ces simulations à des essais expérimentaux. Et là, moi, je voulais juste présenter des cas qui sont réalisés toujours en aéronautique. Donc, en fait, on fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait des essais de dimensionnement qui sont faits à la fois sur des composants puis après sur des sous-ensembles. On a besoin d'aller réaliser des simulations expérimentales, des modélisations expérimentales pour vérifier tout ce qui est fait en modélisation et en calcul. Donc là, pour les certifications, jusqu'à présent, on a quand même besoin d'aller tester sur un appareil finalement des essais qui correspondraient à ce qui peut se passer en vol
avec des charges par exemple qui sont estimées à 1,5 fois les charges habituellement supportées par l'appareil. Et là, moi, ce que je voulais montrer, c'est des images assez impressionnantes où on fait des vrais essais mécaniques sur des vrais appareils. Alors vous imaginez bien que ça, on va jusqu'à l'éruption évidemment, donc on ne peut pas multiplier ces essais sur plusieurs appareils. Donc quand on arrive déjà à cet essai-là, c'est que l'avion est prêt à voler. D'accord ? Alors, bon, ça coûte extrêmement cher pour les avionneurs, hein, mais néanmoins ça marche. Et on a besoin, donc, pour alimenter ces modèles numériques, eh bien, de réaliser, donc, comme je le disais, des couplages modélisation expérimentation. Donc je voulais m'arrêter aussi quelques secondes sur ce type de couplage. Alors ça, c'est des essais qu'on a réalisés au laboratoire, où il y avait Airbus qui nous a fourni des maquettes numériques, qui nous a également fourni des simulations de rotules aéronautiques. Donc ces rotules servaient de pièces de structure entre le mât réacteur. Donc cette pièce-là, c'est ce qu'on appelle le mât réacteur. C'est celle qui sert à encaisser tous les efforts du réacteur et de les transmettre, tous ces efforts de poussée, à toute la structure de l'avion. Donc autant dire que c'est une pièce qui est quand même relativement importante et qui doit pouvoir résister à des efforts de poussée très, très conséquents. Et en l'occurrence, ils avaient des problèmes de vieillissement prématuré sur ces rotules. Donc ils nous ont demandé de réaliser des essais expérimentaux de manière à corroborer leurs essais numériques, puisqu'ils avaient manifestement des problèmes. Et on leur a montré que tous les essais de qualification qui étaient réalisés sur les rotules n'étaient pas adaptés à la réalité. Donc là, je voulais simplement souligner toute l'importance d'avoir ces fameuses conditions limites réelles, de manière à pouvoir valider au mieux, ou en tous les cas de pouvoir construire des simulations et des jumeaux numériques au plus proche de la réalité. Donc, on va faire la transition vers la santé, vers l'apport du numérique pour la santé. Et il se trouve que l'année dernière, on a participé avec Tanguy à l'écriture de la lettre annuelle, enfin bimensuelle, pour la lettre de juin 2020, la lettre de l'Association aéronautique et astronautique de France, qui a été d'ailleurs préfacée par Madame la Ministre, où l'idée c'était d'établir un dossier de transfert de technologie de l'aérospatiale, de l'aéronautique vers la santé. Et donc on a montré que les techniques qui étaient développées depuis plusieurs années en aéronautique pour justement développer des modèles démonstrateurs, développer des jumeaux numériques, qualifier ces jumeaux numériques, exploiter et utiliser ces jumeaux numériques pour la production, eh bien toute cette procédure de développement et cette démarche de développement, on peut commencer à l'appliquer vers le monde de la santé et en particulier au monde de la traumatologie pour les membres et le rachis, pour déterminer les déformations qui peuvent interagir, prédire en tous les cas les actions mécaniques sur les segments osseux. Et donc c'est ce dont on va parler ce soir et en particulier d'un point de vue numérique, on va s'intéresser à différentes méthodes, notamment l'approche in silico, l'intelligence artificielle et le jumeau numérique, pour pouvoir aller exploiter maintenant ces données dans le monde de la santé. Alors, bon, quelques définitions encore quand même. La modélisation in silico, qu'est-ce que c'est ? La modélisation in silico, c'est une méthode d'études effectuées au moyen d'ordinateurs dont les puces sont principalement composées de silicium. Donc, comme on pourrait parler d'études in vivo sur le vivant, in vitro sur des pièces en laboratoire, eh bien, on va parler aussi d'approche in silico, c'est-à-dire de modélisation numérique biofidèle, de manière à modéliser des phénomènes. Donc, ça a commencé l'in silico sur des modèles en biologie et en bioinformatique notamment. Et nous, maintenant, c'est ce qu'on développe depuis plusieurs années maintenant en biomécanique. Le jumeau numérique, donc on a commencé à l'évoquer avec l'aéronautique. Donc je reprends cet exemple d'aéronautique et je pense que ce sera le dernier pour l'aéronautique. On va directement basculer sur l'humain après. Le jumeau numérique, c'est quoi ? C'est la reproduction fidèle d'un point de vue structurel, c'est-à-dire géométrique, et en termes de matériaux, de la réalité. C'est-à-dire qu'on dispose des mêmes pièces, mais en virtuel, sur ordinateur, et on peut après mêler à cela la réalité virtuelle, de manière à se promener dans une usine. Alors ça, évidemment, ça a démarré dans l'aéronautique, puisque c'est là finalement que c'est le plus onéreux, mais il existe maintenant des jumeaux numériques d'usines complètes pour qu'on puisse visiter et interagir directement avec les machines en virtuel avant de la construire sur site. Et donc pour évoquer quelques autres notions, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet des travaux de recherche du numérique, l'apport que pourrait avoir l'intelligence artificielle est toujours, comme on parle de médecine personnalisée, le souci de l'intelligence artificielle, c'est que souvent les gens parlent de big data, et le big data, c'est bien comment faire au mieux la moyenne. C'est-à-dire j'ai un très grand nombre de données, et en fait je veux comprendre qu'est-ce qui ressort, et ça traite surtout de la moyenne. Et donc là, dans cette idée de numérique et de médecine personnalisée, nous, en fait, on veut faire de l'intelligence artificielle sur du small data. C'est-à-dire qu'en fait,
Chaque patient est différent. Finalement, très peu de patients ont exactement la même chose. On veut savoir comment traiter correctement en fait, ces petits groupes ou petits sous-groupes, mais les traiter à la lueur en fait, de données physiques qui sont connues et des règles de la physique. Et ensuite, c'est le même principe par contre que l'intelligence artificielle au global, à savoir passer par des filtres de réseaux neuronaux artificiels pour pouvoir traiter cette information. Mais donc ça, c'est une petite aparté en fait, sur le rôle que pourrait avoir l'intelligence artificielle dans la médecine personnalisée. Et ensuite, qu'est-ce que c'est un jumeau? Donc un jumeau, ça n'est pas exactement simplement cette image que je vous présente, qui est une image finalement en 3 dimensions, avec toutes les structures anatomiques qui sont représentées. Donc c'est très joli. On voit les veines, les artères, les structures osseuses. On peut enlever des couches, en fait. Donc c'est déjà une première approche. Mais le jumeau numérique, c'est vraiment aller vers le fait que les propriétés matériaux sont exactement respectées et pas simplement la géométrie. Donc pour avoir cette géométrie, on a de la chance généralement en médecine parce qu'on utilise un scanner. Donc en fait, le scanner nous permet d'avoir des informations volumiques et donc on va se servir de ces images, par exemple sur cet exemple de patients fracturés. Et en fait, c'est en traitant ces images, en venant les segmenter, que l'on crée déjà une géométrie qui est propre à l'humain. De la même façon, en fait, les rayons X en traversant la matière vont nous donner des idées de propriétés matériaux et c'est aussi comme ça qu'on pourra coupler ce jumeau d'un point de vue géométrique, lui associer les propriétés mécaniques en fait, par localité spécifique. Donc l'ensemble de cette structure nous permettra, vous voyez un jumeau ici fracturé, et puis très rapidement après, l'ensemble des fragments sont décomposés de la fracture, et un jumeau réparé avec la mise en place d'une vis, et donc un jumeau qui est stabilisé. Quelles sont les particularités en fait, qui nous diffèrent de l'aéronautique dans l'approche en fait, du jumeau numérique? C'est qu'on va vouloir faire des jumeaux numériques sur des sujets vivants. Et pourquoi ça a une importance? C'est que là j'ai représenté ici Thomas Pesquet, c'est que l'être vivant, en fait, il a besoin de stimulation mécanique externe pour se fortifier, pour se régénérer. Donc typiquement, quand un cosmonaute va dans l'espace, il est soumis à la pesanteur, moins de stimuli mécaniques, et à son arrivée sur Terre, finalement, ses os et ses muscles sont moins forts, malgré son entraînement poussé. On est obligé de l'aider en fait, à se relever lorsqu'il vient d'atterrir. Et les autres particularités très importantes du sujet vivant, c'est que là où une pièce mécanique ne fait que s'user, le sujet vivant est un jumeau qui va se régénérer et se réparer. L'autre particularité des sujets vivants, c'est qu'ils peuvent se régénérer, se réparer, mais ils peuvent également vieillir, avec l'apparition de l'ostéoporose et la modification d'une forme géométrique d'une personne qui finalement va aller en se voûtant progressivement. De la même façon, il y a une très grande variabilité entre les individus, que ce soit en fait de morphologie, de stature, de posture. Et on a également des grandes variabilités du traumatisme qui va engendrer la fracture, avec lors de cette fracture, en fonction de ces différentes pièces géométriques, la fracture se produira de telle ou telle façon, antérieure, postérieure sur le genou, en fonction du fait que le genou soit fléchi ou non pendant le traumatisme. Donc là, en parlant de traumatisme, donc on va vite passer dans le concret et sur le rôle que pourrait avoir la réparation en fait, d'une fracture dans le plateau tibial et l'apport que pourraient avoir en fait, ces systèmes numériques. Donc comme on l'a évoqué, en fait, on part bien du traumatisme et c'est pendant le traumatisme que tout se décide. Ça veut dire quelles sont les conditions limites qui ont été exercées pendant le traumatisme qui vont engendrer en fait, sur cette structure anatomique osseuse cette fracture au niveau du tibia. Et dans un second temps, en fait, cette fracture au niveau du tibia, comment on va la prendre en charge en fait, au bloc opératoire de façon à la réparer le mieux possible. Donc la fracture du tibia, qu'on va essayer de prendre comme un exemple un peu filé pendant l'ensemble de la suite de la discussion. Donc c'est une fracture qui touche une des composantes du genou par impaction en fait, du fémur sur le tibia. Et on va essayer de parler d'optimisation des techniques chirurgicales. Donc le genou, en fait, est une zone qui est mal vascularisée, d'où le fait depuis quelques années, se développent des techniques mini-invasives de prise en charge et de réduction partielle, en fait, avec des systèmes où on essaye d'inciser le moins possible la peau, le moins possible la structure osseuse pour qu'elle se régénère le mieux possible. Parallèlement à tout ça, en fait, s'est développée une technique assez prometteuse en fait, dans les fractures vertébrales qui consistait à l'usage en fait, d'un ballon pour venir réduire la structure osseuse. Et là, on va essayer de vous montrer comment ce ballon en fait, a pu être transposé à Poitiers, en fait, au sein de l'ABS Lab, puis ensuite au sein du CHU de Poitiers, et ensuite, finalement, développer le mieux possible par l'intermédiaire du numérique pour une plus grande diffusion. Alors pourquoi l'usage de ce ballon? Tout simplement parce que le ballon, en fait, c'est la star des magasins de bricolage déjà. En fait, on peut voir ça. C'est-à-dire que le Winbag, il permet en fait
de soulever une porte en verre. Il permet de soulever des structures très larges. Et pourquoi il le permet? Parce que sa surface étant très importante, elle diminue les contraintes locales par rapport au matériau lui-même. Et de la même façon, quand on veut soulever un camion ou un bateau très lourd, on n'utilise pas un cric qui pourrait abîmer la structure métallique, mais on utilise bien un ballon parce qu'il est plus puissant de par la réduction progressive. Donc cette transposition, on a fait ça maintenant il y a presque 10 ans, enfin en 2013, au CHU de Poitiers, de transposer cette technique de l'usage d'un ballon dans une structure osseuse, dans un tibia. Et par la suite, donc, on est venu développer en fait toutes les interactions mécaniques par des bancs expérimentaux afin de valider cette procédure et, dans un second temps, de la simuler. L'autre chose qui est très importante, en fait, et j'en profite, je sais qu'il y a des gens qui sont dans la salle là, qui verront ça, c'est que, en fait, on n'arrête pas de dire jamais la première fois sur le patient, mais comme on l'a évoqué depuis le début, finalement, chaque patient est bien différent, chaque fracture est bien différente. Et comment on peut, pour ne pas faire jamais la première fois sur le patient, finalement par l'usage de ce type d'outil que peut être le jumeau numérique pour simuler sur un jumeau numérique la chirurgie afin de ne pas la faire la première fois sur le patient. Donc tout ça nous amène en fait à des questions et puis des interrogations par rapport au parcours patient. Donc le patient se fracture, c'est le traumatisme. Ensuite, il y a la planification chirurgicale à partir d'imagerie 2D, 3D. Puis au bloc opératoire, on a également ces imageurs 2D, 3D qui nous permettent de créer à nouveau des jumeaux. Puis en post-opératoire, le patient passe un scanner. On a à nouveau une imagerie 3D qui nous permet également de traiter ce jumeau et éventuellement des imageries en fait, au fur et à mesure du temps qui nous permettent de simuler le patient venant se consolider et venant reprendre ses activités. Alors, nous, en tant que chirurgiens, en fait, on déteste faire les choses au hasard. On préfère toujours faire les choses avec un planning. Et en fait, je trouve ça assez amusant, en fait, ce parallèle, en fait, qui correspond en fait à la découverte des pôles, en fait. Et en fait, cet homme, Roald Amundsen, en fait, il dit une phrase qui est très juste, c'est qu'il dit que l'aventure commence à partir du moment où on a mal planifié ce qu'on allait faire. Et en chirurgie, c'est exactement pareil. Et c'est ce qu'on va voir, c'est que le jumeau numérique, il est là pour nous aider à mieux planifier, pour avoir une meilleure prise en charge pour nos patients. Un exemple tout simple, en fait, quand vous avez un puzzle, donc par exemple un os morcelé, finalement, quand vous avez un puzzle 3D, on vous donne toujours un plan. C'est-à-dire qu'on vous donne toujours, voilà, ça c'est l'image finale que vous allez devoir obtenir. Mais malgré tout, nous, en tant que chirurgiens, quand le patient arrive cassé, on a bien montré dans le parcours, personne n'a des scanners avant de tout son corps. Donc en fait, on n'a aucune idée de quelle est cette image 3D à laquelle on doit aboutir à la fin. Donc le numérique peut nous aider finalement à venir créer ce jumeau numérique. Et on va vous expliquer comment on peut recréer en fait la surface et l'objectif à atteindre par l'intermédiaire du numérique. Vous voyez le contour vert qui est finalement la forme globale que devrait avoir le genou et la façon dont on va devoir venir replacer les fragments et les stabiliser ensuite dans le temps. De la même façon, en fait, vu que j'ai employé une thématique un peu orientée bricolage, mais en tant que chirurgien, on est très déçus parce que nous, on ne nous indique pas la structure dans laquelle on visse. Ça veut dire qu'on ne nous indique pas, ça c'est un os très solide et ça c'est un os peu solide. Ça c'est des propriétés qui sont inhérentes à chacun des patients et qu'on peut appréhender par le numérique mais qu'on ne connaît pas. Donc vous voyez finalement pour une même vis, là on nous indique en fait que ça peut supporter 60 kg dans telle charge et si c'est mis dans tel matériau, ça peut supporter finalement que 20 kg si le matériau est plus fragile. Donc en fait le jumeau numérique de la même façon nous permet d'appréhender la tenue de la vis dans les propriétés osseuses qui peuvent varier et dans ses propriétés matériaux différentes. Donc les questions qu'on se pose en fait en tant que clinicien, c'est peut-on modéliser de façon fiable la géométrie osseuse fracturée? Quelle est la réduction de la fracture optimale pour un patient donné? Comment obtenir la réduction optimale pour ce patient? Peut-on quantifier les déplacements des fragments péropératoires? Et quelle est la stabilisation offrant une activité, une reprise optimale des activités pour un patient? Donc on se tourne vers nos confrères mécaniciens et on leur pose toutes ces questions. D'accord. Alors, pour essayer de répondre déjà aux questions, on va reprendre les bases de ce qu'on a, enfin le parallèle par rapport à l'aéronautique tout à l'heure. Je vous avais dit tout à l'heure en aéronautique qu'on avait déjà la géométrie, puisqu'on concevait la géométrie sur ordinateur, par conception assistée par ordinateur. Là, ce qu'on a, nous, c'est une donnée clinique patient. C'est-à-dire qu'on n'a pas conçu la géométrie là. Donc il faut qu'on reprenne une géométrie existante et qu'on essaie de l'imaginer, la reproduire au mieux, pas forcément l'imaginer, mais la reproduire au mieux, de manière à faire une modélisation géométrique par ordinateur, où on va étudier cette morphologie. Et après, à partir de cette base, eh bien, on reprend les techniques classiquement développées en mécanique et en modélisation, c'est-à-dire on va faire de la modélisation élément fini. En d'autres termes, on va essayer d'appliquer des conditions limites réalistes de manière à aider le chirurgien
à lui dire comment ça va se passer, comment vont bouger les fragments lorsqu'il va effectuer sa réduction et comment vont se comporter ces fragments une fois qu'il aura finalement assuré la stabilisation de ces fragments osseux, qu'il aura choisi la bonne vis, où on pourra simuler les différentes vis qui sont disponibles. Alors pour cela, on va donc développer et évaluer des outils numériques patient spécifiques, puisqu'on veut bien que ce soit spécifique au patient, puisque chaque fracture, chaque os va être différent. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est peut-on modéliser donc de manière fiable les géométries des osseuses fracturées? Parce que si on arrive à les modéliser de manière fiable, on va pouvoir les utiliser pour plusieurs étapes. La première, ça sera de pouvoir prédire la forme saine. La deuxième, ça sera de pouvoir simuler la réduction de fracture, c'est-à-dire quels outils doit utiliser le chirurgien pour pouvoir remettre en place ces fragments et comment stabiliser cette fracture, c'est-à-dire quels sont les implants, quelles sont les vis à employer pour pouvoir remettre au mieux un genou natif qui puisse résister aux charges qui lui seront imposées après lors d'un cycle de vie normal. Donc pour répondre à cette première question, on va donc pour créer cette fameuse géométrie qu'on ne conçoit pas, là, il faut l'identifier sur des imageries patients. Donc comme l'a souligné Tanguy, nous on a accès à différentes sources d'imagerie, notamment un scanner rayon X. On va utiliser des techniques de traitement d'image qu'on appelle de la segmentation pour pouvoir extraire uniquement la géométrie osseuse qui nous intéresse, parce que c'est ces structures-là qui sont généralement fracturées et que l'on veut ensuite remodéliser. Donc il existe différents types de méthodes de segmentation basées sur différentes méthodes. Alors on ne va pas toutes les détailler, bien sûr, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des méthodes automatiques, il y a des méthodes manuelles. Donc on peut faire des méthodes manuelles, mais qui sont extrêmement longues en termes d'utilisation. Ça demande beaucoup de temps pour accéder à un résultat, mais ce résultat peut être très intéressant et très précis. Alors malheureusement, si on veut faire des applications en traumatologie, on n'a pas le temps d'utiliser on n'a pas suffisamment de temps pour utiliser ces méthodes manuelles. On va essayer d'aller vers des méthodes automatiques. Les méthodes automatiques sont très intéressantes, basées sur, par exemple, des méthodes avec des modèles déformables, mais ça marche très mal sur des structures fracturées. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de juger finalement de ces différentes méthodes et on a essayé d'utiliser des méthodes intermédiaires, dites semi-automatiques, puisque automatique, ça ne convenait pas, et de manière à donc basée sur une partie manuelle et une partie automatique, de manière à réduire le temps de traitement. Et donc, vous pouvez voir que dans la littérature, il existe différents travaux finalement qui utilisent déjà ce type de méthode pour aller identifier, segmenter, reproduire numériquement ces fractures, ces segments fracturés, et on peut aller vers après de l'impression 3D de ces segments fracturés de manière à modéliser, de montrer au chirurgien voilà comment est le genou fracturé en réalité. Donc nous, on a essayé de s'approprier ces méthodes-là, évidemment, pour l'appliquer à la traumatologie et plus particulièrement à notre exemple que l'on suit depuis ce soir, qui est le genou. Et donc, on a utilisé ces méthodes-là. Là, vous reconnaissez donc l'image que l'on suit depuis le début, avec la partie fémorale, la partie tibiale avec la fracture. Ici, un fragment qui est complètement séparé de la partie saine ici. Et donc, vous voyez qu'à travers les différentes étapes de segmentation, on peut déjà isoler la partie osseuse. Ensuite, on peut différencier la partie fémur de la partie tibia. Et avec un peu plus de traitement, on peut même identifier les différents fragments et ensuite extraire cette géométrie et de manière à pouvoir finalement récupérer directement ces fragments sur ordinateur et commencer à jouer avec en 3D et commencer à faire de la vraie simulation. Donc la segmentation est une méthode qui est très intéressante pour modéliser de manière fiable la géométrie osseuse. Donc c'est ce que nous avons développé nous aussi au sein de notre laboratoire. Ensuite, la question qui a été posée par le chirurgien, c'est finalement quelle est la réduction de fracture optimale pour un patient donné? En d'autres termes, est-ce qu'on est capable de faire une prédiction intéressante de la forme saine lorsque l'on n'a que le puzzle avec toutes les pièces et qu'on souhaite le reconstruire? Alors encore une fois, d'un point de vue méthode numérique, on s'est intéressé à ce qui se faisait dans la littérature, bien sûr, et on s'est arrêté sur une méthode qui est très intéressante, qui s'appelle l'analyse statistique de forme. Alors cette analyse statistique de forme est basée déjà sur une forme de référence, donc par exemple une main. Et sur cette main, on a identifié différents points, une quantité de points assez importante, qui caractérisent la géométrie de cette main. Et ensuite, on va appliquer un champ de déformation à ce maillage, ce qu'on va appeler un maillage, cette série de points.
on va appliquer un champ de déformation paramétrique, c'est-à-dire qu'on va finalement appliquer des équations mathématiques qui vont nous permettre de transformer, de déplacer ces points et de reproduire différentes formes de manière à finalement simuler différentes positions des doigts de la main. Et donc, en fait, finalement ces déplacements, ces déformations, c'est ce qu'on va appeler des modes qui définissent l'ensemble des déformations. Et là, on peut prendre l'exemple d'un visage aussi, où finalement, à partir d'une base d'un visage avec un maillage suffisamment fin, on peut jouer sur différents paramètres. Alors là, ce sont des fonctions mathématiques qui se sont derrière. Et si on fait varier les différents paramètres qui régissent ces fonctions mathématiques, eh bien, on peut reproduire un modèle statistique de visage et produire une quantité infinie de visages différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse statistique de forme. Et nous, on a essayé de la développer, de la produire pour reconstruire numériquement la zone fracturée. C'est-à-dire qu'on isole cette partie qui a été fracturée, on récupère uniquement la partie saine. Et la question, c'est est-ce qu'on peut reconstruire numériquement complètement le tibia? Eh bien, pour produire ça, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a pour construire le modèle statistique de forme, il y a une phase d'apprentissage à avoir, et cette phase d'apprentissage passe par l'intégration de différentes formes de tibia réelles. Donc, on construit une population de tibia issue de données scanographiques. Ensuite, on traite ces formes, c'est-à-dire qu'on identifie des fonctions mathématiques qui vont régir ces formes de tibia. On identifie ces fonctions mathématiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir allouer des équations qui vont pouvoir produire ensuite différents modes de formation sur mon maillage qui est issu d'une forme moyenne de tibia. En gros, je fais une moyenne de ces formes et ensuite je fais varier mon maillage sur toutes ces formes et je peux m'arrêter sur des formes intermédiaires. Alors ça, c'est très intéressant puisque maintenant, je peux produire à mon tour une infinité de tibia sur cette base d'apprentissage que j'ai pu générer à partir de ma population d'entrée. Et donc, si je peux générer une infinité de tibia, finalement, eh bien peut-être je peux générer un tibia parmi cette infinité qui va coller parfaitement à la partie saine. Si j'enlève, alors là, j'ai une vue de dessus de mon tibia qui a été fracturé, où j'ai enlevé la partie fracturée volontairement pour m'intéresser que à la partie saine. Donc là, je dessine ensuite un profil. Et je vois que mes fonctions mathématiques, si je fais des processus d'optimisation, alors optimisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais utiliser ces différentes formes et je vais mesurer l'écart de cette forme par rapport à mon profil bleu. Et je vais essayer ensuite de générer des tibias numériquement en optimisant l'écart par rapport à ma partie saine. C'est-à-dire que je diminue petit à petit cet écart. Donc ça, ce sont des fonctions numériques d'optimisation qui sont bien connues en termes de modélisation. Ce que j'appelle l'itération, c'est-à-dire que je vais finalement répéter cette phase jusqu'à ce que ma distance entre mon profil blanc et mon profil bleu soit infiniment petit. Et là, à ce moment-là, je vais m'arrêter. Et j'ai produit un tibia numériquement qui correspond finalement à la partie saine de mon segment fracturé. Donc ça, c'était sur un exemple de développement qu'on avait parmi notre population de nos tibias ici. Ensuite, on s'est amusé à se poser la question de savoir si le chirurgien nous fournit une image d'un tibia fracturé, est-ce qu'on est capable de le reconstruire sans connaître sa géométrie intacte, quoi. Alors c'est ce qu'on a fait. Donc on a d'abord commencé par cette fameuse étape de segmentation, c'est-à-dire la production d'un modèle numérique. Ensuite, on a enlevé, en segmentation, ce qui est compliqué, c'est la partie fracturée. Donc on s'est dit, puisque là, on ne sait pas trop ce que c'est, on l'enlève, on la tronque. Et ensuite, on va mettre finalement cette partie saine dans notre moulinette d'analyse statistique de forme et on peut produire ainsi la forme saine. Donc ça, c'est très intéressant pour le chirurgien puisque vous voyez qu'on peut après superposer notre forme saine grâce à notre processus d'analyse statistique de forme. On peut superposer cette forme-là produite en vert là, sur la partie, sur notre scan, sur le scanner du patient qui a été fracturé. Et le chirurgien peut connaître finalement le degré de réduction, c'est-à-dire de combien il doit déplacer le fragment là, vers la partie qui normalement doit être saine pour pouvoir ensuite produire une réduction adaptée. Et là, on s'est simplement amusé, parce que nous, quand on a fait ce problème-là, eh bien, on n'avait pas cette partie-là. Le chirurgien, lui, est intervenu, évidemment, pour pouvoir réduire cette fracture et la consolider. Et là, on a simplement superposé notre profil qu'on avait prédit avec ce qu'a fait le chirurgien. Et on peut voir quand même qu'il y a sur l'écart entre le fragment là, qui a été soulevé, eh bien, on a reproduit à peu près le plateau. Enfin, ça, on pourra revenir dessus plus tard pour discuter des aspects de réduction. Mais en tous les cas, là, avec ça,
cette analyse statistique de forme par analyse numérique et production de tibia numérique, ça permet de fournir un jumeau de la forme intacte. Donc finalement, on a répondu à la question de la réduction de la fracture optimale. On peut prédire finalement une forme saine sur la base simplement d'une extraction de la partie fracturée. Ensuite, la question, c'est comment obtenir la réduction optimale pour un patient donné. Donc pour répondre à cette question, je passe la parole sur le geste chirurgical. Donc juste je suis désolé si les images peuvent choquer un tout petit peu, mais c'est pour expliquer en fait la réduction, ce qu'elle est. Et je trouvais que c'était le moyen le plus simple. Donc en fait, on vient percer en fait cette structure osseuse, on vient introduire le ballon sous les fragments enfoncés. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que la simulation numérique peut m'aider à mieux positionner le ballon et surtout à comprendre en fait pendant cette phase de gonflement de ballon comment vont se comporter les différents fragments osseux et est-ce que ces fragments osseux vont se réduire correctement en fonction du positionnement du ballon. Donc en fait, on vient gonfler le ballon qui a été introduit dans la structure osseuse. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que le ballon est à un seul endroit. Il y a plusieurs fragments, mais l'ensemble des fragments en fait, vont venir se réduire de façon progressive. Et finalement, chacun d'entre eux reprendre sa place anatomique parce que dans cet exemple, le ballon en fait, était positionné de façon optimale. Et donc, la réduction était de très bonne qualité en fait, en ce qui concerne le puzzle. Donc, comment le numérique peut nous aider à cela? Donc c'est la suite du travail présenté. On en revient toujours aux premières étapes, en fait, qui sont les mêmes pour l'impression 3D ou pour le numérique. À partir d'une image 3D, c'est la segmentation du sujet fracturé. On obtient ainsi un modèle très clair, le fragment foncé, le fragment séparé et la structure osseuse saine. On a alors un ballon, et donc le but, c'est d'intégrer ce ballon dans la simulation numérique pour que lorsque le ballon se déploie, on voit bien les différents fragments se déployer. Et il faut donc qu'on ait des données qui soient fiables et utilisables et que ce ne soit pas simplement des jolies images en 3D. Donc la première étape, ça consiste à segmenter, puis à reconstruire, à introduire le ballon en fait, qu'on va simuler ici en fait, dans la forme d'un modèle de ballon en forme de coque, en fait, avec ses dimensions réalistes comme le ballon qu'on utilise en chirurgie. Ensuite, on vient faire ces calculs complexes en fait, à partir d'un logiciel ici qui est défini, qui est le logiciel ANSYS, qui nous permet en fait, de venir simuler en fait, numériquement la réduction de la fracture. Donc, vous voyez le positionnement du ballon, comme il serait positionné au bloc opératoire. Et ensuite, on va donc avoir nos conditions limites qu'on applique, comme on avait évoqué en fait, pour un jumeau numérique, avoir le ballon dans son sens antéro-postérieur et le gonfler en injectant un fluide. Au bloc opératoire, c'est un produit de contraste de façon à pouvoir le voir sous la radiographie, mais en l'occurrence un fluide. Et donc, on a cette simulation numérique du ballon qui vient se gonfler sous ces fragments et qui vient les réduire de façon progressive. Donc, on arrive bien à obtenir en fait un planning chirurgical 3D de la réduction. Et ici, vous voyez en fait les défauts de surface de réduction éventuelle et les différentes cartographies par rapport au ballon. Donc, ce qui intéresse beaucoup le chirurgien, c'est que finalement, pour avoir un bon planning, là, je vous ai montré une simulation idéale, tout comme je vous avais montré une chirurgie idéale où on voit tous les fragments se réduire au mieux. Mais le chirurgien, pour planifier au mieux, il est très content finalement de pouvoir simuler le positionnement différent des ballons pour voir l'influence que pourrait avoir le positionnement du ballon sur la réduction de la fracture elle-même. Et donc, on arrive à cette question qui est comment obtenir la réduction optimale pour un patient donné ? Et le chirurgien peut-il faire confiance en fait, à la simulation numérique de la réduction de fracture? Donc, vous avez cette simulation numérique, le jumeau numérique, la simulation de la réduction de fracture et le résultat. Et puis, en fait, vous avez d'un autre bras la réalité. Et en fait, le circuit complet comprend finalement aussi le geste chirurgical, le scanner post-opératoire et le résultat. Donc, pour être certain que la simulation soit valide, il faut qu'on ait cette image péropératoire avec ce geste complètement réalisé et confronter ce qu'a prédit le scanner final à ce qu'a dit la simulation numérique. Donc vous voyez, à titre d'exemple, donc cette réduction simulée par rapport à une réduction obtenue par le chirurgien dans différents positionnements du ballon et les écarts en millimètres que l'on constate sur les fragments à la fin de la réduction obtenue. Et donc la différence de réduction est donc cette différence de mesure en millimètres entre la réduction simulée et la réduction réelle obtenue à partir d'imagerie post-opératoire une fois le patient opéré et stabilisé. De la même façon, on doit évaluer la méthode de réduction
par des manipulations in vitro. Ici, un modèle de fractures plus simple, qui sont des fractures qui n'existent pas exactement dans la réalité, mais qui nous permettent d'avoir ces données sur des fragments simulés simples. Donc simplement un enfoncement reproductible qui nous permet d'avoir une géométrie finalement plus simple et avoir des calculs moins complexes dans un premier temps, mais validés par rapport à la réduction du ballon dans son gonflement. Et là, avec un écart en fait, qui est jugé une confrontation simulation-expérimentation avec un écart inférieur à 2 mm, ce qui est totalement acceptable en fait, d'un point de vue chirurgical. Il serait difficile même d'avoir une meilleure qualité de simulation. Donc la question qui reste en suspens, c'est le chirurgien peut-il faire confiance à la simulation numérique de la réduction de fracture? Donc là, la réponse est globalement dans l'état actuel de la science, oui. Peut-il faire confiance en fait au déplacement quantifié des fragments osseux opératoire? Là, la question reste ouverte et je passe donc du coup le micro à Arnaud. Alors, là, la question, effectivement, c'est pendant la chirurgie, est-ce qu'il existe des méthodes qui nous permettent de quantifier en temps réel et de dire au chirurgien, hop, c'est bon, là, la réduction est atteinte et on peut passer à l'étape de stabilisation. Donc, on va revenir aux imageries. Donc là, maintenant, vous commencez à être aguerri aux différents types d'images. Donc, le chirurgien au bloc opératoire, il a accès soit à des images 2D, à des radios, ou bien à un scanner péropératoire et à des images volumiques. Donc, si on veut répondre à cette question, il faut pouvoir être capable de fournir rapidement des calculs, puisqu'il faut que ce soit quasiment en temps réel ou en temps réel au bloc opératoire. Et il faut également que ça soit fiable, répétable, fidèle et utile, avec des précisions de mesure, comme l'a précisé Tanguy, inférieure à 0,5 mm. Donc là, il y avait un enjeu pour nous qui était d'utiliser des méthodes qui sont appliquées classiquement en mécanique. Ces méthodes sont basées sur des corrélations, enfin des techniques de corrélation d'images volumiques, c'est-à-dire qu'on va finalement comparer différentes images, donc plutôt volumiques, donc on va plutôt se placer sur la partie 3D avec des images issues de scanners, et on va comparer ces images à différents stades, à différentes étapes de gonflement du ballon. Et en les comparant, eh bien, on peut mesurer après les déplacements des fragments. C'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire des grandeurs mécaniques en termes de déplacement et de déformation au sein de la structure osseuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des techniques de corrélation d'images volumiques que l'on maîtrise classiquement en mécanique au sein du laboratoire. Et là, l'enjeu, c'est que ces techniques, jusqu'à très récemment, elles étaient utilisées majoritairement sur des scanners rayons X avec une résolution, une taille de voxel, c'est-à-dire la taille du pixel, c'est l'échantillonnage au sein des images, de quelques dizaines de microns, voire quelques microns. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas d'application clinique, donc pas d'utilisation directe au bloc opératoire. Il y avait seulement une étude qui montrait une utilisation sur un scanner clinique. Donc là-dessus, on s'est dit, on va utiliser cette méthode d'analyse numérique, sur un scanner identique à celui qui est utilisé au bloc opératoire. Donc on a commencé par évaluer cette méthode. On a vu que les précisions de mesure offertes par cette méthode étaient tout à fait en adéquation avec ce que souhaitait, avec les contraintes du cahier des charges établi par le chirurgien. Et donc on s'est dit, puisque c'est comme ça, on va reproduire cette fracture expérimentale toujours avec le support de l'ABS Lab. Et on va produire donc différents types de fractures et on va essayer de réduire cette fracture donc dans le scanner rayon X et avec les images issues de ce scanner rayon X à différentes étapes de la réduction, donc à différents volumes de gonflement du ballon, eh bien on a essayé de mesurer en temps réel le déplacement par cette technique de corrélation d'images volumiques. Alors, pour qualifier ça, on avait deux techniques en réalité. On n'avait pas que la corrélation, on avait également positionné des marqueurs, puisque là, on était sur des segments anatomiques, donc pour des études in vitro. On avait accès directement aux structures osseuses, donc on a positionné des caméras et on a mis des petits marqueurs, des petites marques en fait, sur les structures osseuses. Et on a mesuré également en temps réel, finalement, le soulèvement du fragment qui était enfoncé, de manière à doubler les mesures et à essayer de qualifier aussi les précisions de mesure qu'on pouvait avoir avec ces deux méthodes numériques. Donc là, juste pour montrer la cartographie des mesures qui ont été effectuées, à la fois sur le plateau tibial où on avait la référence ici, ça c'était censé ne pas bouger, là sur le bord du fragment qui était séparé, donc qui lui devait être réduit avec une translation vers l'intérieur, et puis le fragment qui est au milieu, on devait avoir un soulèvement, donc un déplacement vers nous par rapport à la photo. Et donc on a fait ces mesures-là. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des résultats, bien sûr, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que
ont été capables de mesurer finalement les déplacements du fragment qui était séparé et également de mesurer l'élévation du fragment qui était enfoncé. Et donc ça commence à être intéressant puisqu'on pouvait finalement corréler ces déplacements avec le volume du liquide injecté pendant le ballonnet. Donc on pouvait commencer à dire aux chirurgiens, on va peut-être pouvoir répondre à la question. Et donc pour aller plus loin, eh bien, on s'est intéressé vraiment après à ce qui se passait en profondeur. Parce que là, vous avez bien compris, là, on a accès uniquement à la surface. Et c'est un modèle in vitro. Sur un patient, évidemment, on n'a pas accès à cette surface-là. Et donc pour avoir accès à la profondeur, eh bien, on a besoin d'aller travailler sur des images volumiques. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, par exemple, on a 2 volumes de ballonnet. Et là, on voit ici que le ballon commence à se gonfler. Alors, on ne le voit pas très nettement. J'en suis désolé, il aurait fallu faire un zoom. Mais on peut voir que le fragment qui est enfoncé ici, eh bien, il se soulève légèrement par rapport au gonflement du ballonnet. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de mesurer en temps réel le soulèvement et d'indiquer au chirurgien eh bien, un soulèvement quel est le déplacement en millimètres, par exemple, de ce fragment. Alors c'est ce qu'on a fait donc, avec ces techniques numériques, finalement, d'abord de traitement d'image et après de mesure des champs de déplacement. Donc ce qu'on appelle les champs de déplacement, eh bien, c'est simplement les déplacements en chaque point, en chaque pixel de l'image. Et comme c'est une image volumique, le pixel devient un voxel. Donc en chaque voxel de l'image, eh bien, on a le déplacement ici, finalement, du fragment. Et donc là, ça commence à être intéressant puisqu'on est capable de qualifier le déplacement du fragment avec un temps de calcul. Alors vous allez me dire, c'est trop long encore 10 minutes pour un chirurgien qui est au bloc opératoire. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. On leur dit, effectivement, vous avez raison. Mais là, on est sur 1 600 000 points. Et on peut finalement diviser par 10 ce nombre de points. On sera sur un temps de calcul, grosso modo, qui sera inférieur à la minute. Et on aura finalement qualifié également le déplacement du fragment. Donc ça, ce sont des développements qui sont encore en cours, mais il faut savoir qu'on est capable déjà de répondre à cette question et on peut après aller dans le volume. Parce que l'avantage de cette méthode de corrélation d'image volumique, eh bien, c'est qu'on peut aller directement dans le volume et regarder les déplacements qui peuvent interagir entre le fragment. Là, vous voyez, là, alors c'est pas forcément facile à comprendre, mais on va regarder le déplacement UZ. Alors, le déplacement UZ, c'est le déplacement qui est vertical ici. Et si c'est rouge, ça veut dire que ça se déplace finalement. Alors que quand c'est vert, on voit bien que c'est la structure qui ne bouge pas. Et au milieu, on retrouve le ballonnet. Et bien, on voit bien que quand c'est rouge, là, on a des déplacements qui sont de l'ordre de 3 mm pour un certain gonflement de ballon. Et donc, on voit bien qu'on va pouvoir dire au chirurgien, pour tel gonflement, on a finalement tel déplacement. Et si en planning, en préparation de son bloc opératoire, le chirurgien a mesuré les écarts à combler entre la partie saine du plateau et le fragment enfoncé, il va pouvoir savoir finalement où est-ce qu'il se situe par rapport à ce qu'il avait prévu. Et ça de façon quantifiée et certainement plus précisément que ce qui était fait jusqu'à présent. Et donc c'est intéressant puisque, alors là, c'est juste à titre d'exemple, on a qualifié aussi l'ouverture de la séparation et donc l'élévation de l'enfoncement comme je viens de le citer. Donc on peut finalement quantifier le déplacement des fragments osseux durant la chirurgie. Alors juste à titre d'information, on le redira peut-être tout à l'heure, mais tous ces résultats, évidemment, vous pourrez les retrouver dans la thèse de Kevin Aubert, qu'on a eu la chance d'encadrer avec Tanguy et qui s'est soutenu il y a 15 jours. Et, en fait, tous les résultats sur le tibia sont issus de ce travail de thèse, d'un point de vue, aussi bien d'un point de vue expérimental que d'un point de vue numérique. Donc on peut maintenant quantifier les déplacements des fragments osseux durant la chirurgie. Et donc la question après qui va être soulevée, c'est quelle est la stabilisation offrant une reprise d'activité optimale pour un patient donné. Parce que vous voyez bien qu'on a aidé le chirurgien sur l'étape de réduction, c'est-à-dire comment on remet en place les fragments. Est-ce qu'on peut maintenant apporter des éléments de réponse sur la qualité de la stabilisation de cette fracture? Donc, pour répondre en partie à cette question, déjà, c'est évoquer le terme de navigation. La navigation, en fait, chirurgicale, c'est pas ce type de navigation. En fait, la navigation en chirurgie, c'est le fait que à tout moment, on soit capable de repérer nos instruments et donc de les naviguer sur une image en 3 dimensions, parce qu'on a la chance d'avoir des imageurs 3D au bloc opératoire. Donc, la navigation, ça consiste en fait à venir visualiser en fait en tout moment en 2D ou en 3 dimensions. En fait, l'insertion, par exemple, d'une vis et le positionnement de cette vis, l'insertion d'une plaque ou le positionnement de cette plaque, l'injection du ciment ou non. Et basé sur ces travaux, en fait, le but, c'est d'avoir la période de convalescence la plus courte possible, la reprise des activités la plus précoce, et d'avoir une idée de comment va se passer en fait la suite de la vie du patient si on retire le matériel.
Donc on va prendre un exemple, en fait, un patient, un homme de 80 kg qui fait 1,82 m pour la suite, et il a la chance, en fait, de bénéficier en tout moment, en fait, en tout point, de la visualisation de ces structures en 3 dimensions, donc du fait qu'on puisse appliquer le protocole qu'on aurait simulé et de le faire en conditions réelles, en positionnant exactement les implants désirés, en fait, par rapport au planning chirurgical. Donc le système de navigation permet par la suite de positionner cette vis bicorticale et éventuellement l'injection de ciment de type PMMA, comme la chirurgie a été réalisée, en fait, ici. Donc on vient de la même façon segmenter, reconstruire les structures, faire apparaître, en fait, cette reconstruction. Et on vient donc visualiser les différentes composantes que sont la vis, le ciment, l'os, le fragment libre, le fragment séparé, le fragment enfoncé et le reste de la structure saine. On vient créer ce jumeau numérique, cette fois-ci avec un maillage, donc qui, à chaque point du maillage, prend en compte les propriétés mécaniques et la répartition hétérogène patient spécifique. Et on vient simuler un appui, en fait, du patient à la marche. Chaque pas comprend, en fait, pas une station bipodale, mais bien un appui unipodal, parce qu'en fait, à chaque fois, on a un pied puis l'autre pied qui est positionné, avec la répartition des forces, en fait, comme présenté ici, 37% sur un compartiment, 63% en fonction du poids de l'individu, ici, un patient de 80 kg. Et donc, du coup, on vient essayer de comprendre comment ces fragments vont tenir à différents moments, en fait, de la vie du patient. Car ce qui est très important, c'est qu'en fait, J1, c'est le traumatisme, J2, 4, c'est la chirurgie. Mais ensuite, vous voyez, il y a un processus, en fait, de consolidation fracturaire. Et donc, la question, en fait, qu'on peut se poser, c'est, oui, on est sans doute capable de simuler à J0 post-opératoire les fragments libres comme ils sont, le positionnement de la vis, mais est-on capable de simuler l'évolution de l'os vers la consolidation pour la reprise des activités d'un patient? Alors, pour répondre à cette question, en fait, nous, on a envie de dire le plus dur est fait. Parce que comme vous l'avez compris, finalement, on a défini la géométrie patient spécifique. Comme ça vient d'être évoqué également, on a défini le matériau patient spécifique, puisqu'on a tout défini par rapport à l'imagerie. Maintenant, pour simuler cette phase de consolidation, nous, d'un point de vue mécanique, une fois qu'on a le modèle, finalement, qu'on a identifié les différents fragments, c'est assez simple, d'un point de vue mécanique, de dire ce fragment-là, qui était séparé avant, au bout d'un moment, il va se fusionner, il va être lié totalement avec la partie intacte, ou alors il y a encore des conditions de glissement. Et on va pouvoir essayer de simuler différentes étapes d'interaction entre les fragments. La difficulté est comme l'a évoqué Tanguy, c'est vraiment de faire coller à quelle étape de consolidation osseuse on a ces conditions mécaniques. Alors pour essayer de répondre à cette question, nous, on a fait, puisqu'en numérique, on fait un peu ce qu'on veut, là on a le temps, on peut lancer des calculs qui durent des heures, c'est pas un problème. On a fait tout un tas de scénarios à différentes étapes et ensuite on les présente au chirurgien en disant voilà ce qui peut se passer à ces différentes étapes d'un point de vue comportement mécanique. Jusqu'à la dernière, qui est de dire là, il ne reste plus que finalement les implants avec une vis et une bille de ciment PMMA qui a permis de consolider la fracture. Et tous les fragments osseux autour ont consolidé et sont complètement liés et on est en phase de reconsolidation complète avec des fragments fusionnés. Donc finalement, nous, on peut faire ces différentes étapes, a priori, d'un point de vue simulation, toujours avec les mêmes outils. On est sur les étapes donc toutes les étapes de segmentation, reconstruction, vous avez bien compris, ont été faites. Maillage, allocation, ça a été fait. Et toujours avec le même logiciel de simulation qui s'appelle ANSYS, on va créer différents scénarios. Et donc ces différents scénarios, on s'est dit, puisque ça, ce sont souvent des questions que nos collègues chirurgiens nous posent, c'est est-ce qu'on avait besoin de mettre du ciment ? Nous, d'un point de vue simulation, on peut très bien dire je ne mets pas le ciment. Et on voit ce que ça donne d'un point de vue mécanique, aussi bien sur la phase de stabilisation juste après le bloc opératoire, ou bien plusieurs mois après en phase de fragments fusionnés. Et là, le chirurgien va utiliser une vis longue, dite bicorticale, c'est-à-dire traversant sur la première paroi corticale d'entrée jusqu'à la deuxième paroi corticale de sortie, en traversant complètement le tibia. Mais qu'en est-il si on avait utilisé une vis donc le problème, c'est que ces vis bicorticales peuvent traverser vraiment fortement le tibia et venir après gêner, avoir une gêne au niveau des tissus mous là, pour le patient. Donc la question est de dire, si on avait mis une vis plus courte, dite unicorticale, est-ce que d'un point de vue mécanique, on aurait assuré également une bonne tenue à la marche et à la consolidation osseuse ? Eh bien ça, d'un point de vue simulation mécanique,
là, on arrive sur des terrains qui sont plus faciles pour nous, puisque tout a été défini en amont, et là, on peut reproduire des scénarios numériques autant qu'on veut. La limite sera finalement le temps de calcul. Donc, ce qu'on a fait, eh bien, c'est qu'on s'est amusé à faire tous ces scénarios. Donc là, vous voyez, on a une vis avec ciment en phase où les fragments ont juste été restabilisés. Donc, on peut supposer qu'il n'y a pas de liaison entre les différents fragments. Et puis, en phase directement fusionnée. Donc là, tout est lié. Donc, vis longue avec ciment, vis longue sans ciment, vis courte avec ciment et vis courte sans ciment. Et à partir de ça, eh bien, on peut établir toute une arborescence de scénarios. Donc, première question, longueur de la vis. Donc, on pourrait dire au chirurgien, vous avez le choix entre une vis courte et une vis longue. Est-ce que vous voulez injecter du ciment? Oui, non. Est-ce que je veux avoir finalement une interaction entre les fragments osseux, mais avec mobile, c'est-à-dire juste après la chirurgie, lié, c'est quelques jours, quelques semaines après la chirurgie, fusionné, c'est plusieurs mois après. Et on peut comme ça établir différents scénarios en suivant chaque branche. Et on peut après indiquer au chirurgien eh bien, quelles sont les situations qui peuvent être... Alors, on ne va pas choisir à la place du chirurgien, mais on peut en tous les cas lui donner des indicateurs qui lui permettent d'orienter son choix, lui, à la fin, avant d'intervenir au bloc opératoire. Et donc, évidemment, au bout de chaque branche, vous imaginez bien qu'il y a des calculs numériques, un tas de résultats. Et c'est là où il y a une grosse difficulté aussi, c'est comment on interprète correctement ces résultats. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer, rassurez-vous, sinon il y en a pour la nuit, mais on va juste montrer finalement des contraintes. Parce que maintenant, vous savez ce que c'est que des contraintes. Vous vous souvenez, c'est les petits efforts, les efforts de cohésion qu'il y a au sein de la structure. Et donc, en gros, on va regarder ces cartographies. Alors, je vous en ai montré plein depuis tout à l'heure, mais on ne s'est jamais vraiment arrêté dessus. Donc là, si on s'arrête un peu sur ces répartitions de contraintes, bon, c'est pas compliqué à comprendre. En gros, quand c'est bleu, ça veut dire qu'on est proche c'est relativement faible, donc tout va bien. Et dès que ça devient rouge, on est sur des efforts de cohésion, des contraintes internes qui deviennent importantes et qui peuvent potentiellement dépasser la limite admissible par l'os. Et donc là, vous voyez bien que quand il n'y a pas de PMMA, par exemple, quand il n'y a pas de ciment induit injecté par le chirurgien, on a une cavité ici qui est créée, donc forcément, il y a moins de résistance, il y a moins d'été mécanique. On revient sur cette notion d'été mécanique comme on avait pu le voir en génie civil. Et bien forcément, là où il y a un été mécanique sur les bords et il n'y en a pas au milieu, forcément, sur les bords, il va y avoir plus de transfert de charge, donc des contraintes qui vont être plus élevées, qui vont être l'ordre de 10 mégapascales. Alors, on va pas pouvoir dire, on n'est pas capable de dire à ce stade s'il y a rupture ou pas. On est capable de dire, attention, il y a des concentrations de contraintes qui peuvent conduire à un endommagement, à une rupture. Après, la rupture sera provoquée, pourra être provoquée ou non en fonction de la qualité de l'os. Si on est sur des os très ostéoporotiques, très peu denses, forcément, le risque de rupture apparaît prématurément. Donc à ce moment-là, on pourrait dire, attention, sur un os très porotique, il peut y avoir un risque de fracture, alors que si c'est un os jeune, même ces niveaux de contrainte restent relativement admissibles. Okay, donc, tout ça pour dire que finalement, on est capable d'identifier différents niveaux de contraintes, différents niveaux d'efforts internes au niveau des structures osseuses. Et alors, ce qui est intéressant de montrer aussi, c'est que finalement, la longueur de la vis, là, on voit directement son effet. On voit bien que même si la vis est plus courte, on a une très bonne répartition des efforts autour de cette vis, en particulier lorsqu'il y a une présence de ciment, et que finalement, pour ce schéma de fracture, bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais comme on personnalise dans le modèle, on peut aussi personnaliser les champs mécaniques qui sont associés à ces structures, à ces fragments. Et donc, pour ces fragments-là et pour ce schéma de fracture, une vis courte pourrait suffire d'un point de vue mécanique. Alors, pour aller plus loin, évidemment, je vous ai montré les contraintes, c'est-à-dire les efforts internes, mais on pourrait se dire, maintenant, j'ai envie de savoir si mes fragments vont bouger lorsque je vais marcher. Donc là, on peut observer les déplacements qui seraient induits par une charge correspondant à un appui unipodal, c'est-à-dire un cycle de marche et dans la position finalement la plus délicate, la plus contraignante. Et bien là, pareil, on peut observer à différents stades, lorsque les fragments sont mobiles encore, lorsqu'ils sont liés ou lorsqu'ils sont fusionnés, les différents déplacements. Et là, ça montre surtout au chirurgien que s'il choisit de ne pas mettre de ciment, le fragment qui a été relevé par le ballonnet, lui, il peut quand même bouger si on remet un appui prématuré, c'est-à-dire quelques heures, quelques jours après la chirurgie. Dans ces cas-là, il faut vraiment plutôt s'assurer d'une immobilisation, peut-être, pour ne pas avoir d'effet contraignant sur le remodelage, puisque ce fragment risque de bouger. Donc voilà ce qu'on peut en tirer comme conclusion, sans rentrer trop dans les détails. Alors, bon, je vous ai présenté finalement 12 scénarios là, tout à l'heure. Évidemment, on ne peut pas s'amuser à regarder toutes les cartographies. En tous les cas, nous, mécaniciens, on peut.
on a le temps. Le chirurgien en bloc, il ne peut pas. Donc lui, ce qu'on va essayer de faire, c'est lui sortir des indicateurs, c'est-à-dire vraiment des volumes osseux qui ont une contrainte, qui sont supérieures à une limite, ou alors des déformations interfragmentaires qui sont trop importantes, et puis mettre des warnings rouges en disant attention, dans ce cas-là, on peut dépasser la limite. Donc peut-être c'est une solution pour ce schéma de fracture, pour ce patient avec une densité osseuse qui peut être plus ou moins importante, eh bien, il faut faire attention et peut-être utiliser soit une vis plus longue, soit une présence de ciment. Donc voilà ce qu'on peut donner comme indication au chirurgien à partir de ces méthodes numériques de simulation. Alors, finalement, la stabilisation, on a répondu à cette question de dire on est capable de simuler, d'offrir des scénarios qui proposent différents types de stabilisation avec une reprise d'activité optimale pour un patient donné. La question quand même, moi en tant que mécanicien, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à la simulation? Et c'est aussi la question du chirurgien. Il dit, ces cartographies elles sont très belles, sont très bonnes, j'ai des conclusions, mais est-ce qu'on peut y faire confiance? Donc là, je reviens sur les diapos qu'on avait au début, sur l'avion notamment où on tire sur les ailes, où on a validé ces simulations-là sur certaines pièces aéronautiques. Est-ce que nous, on peut aussi valider ces simulations-là sur des pièces anatomiques ou en tous les cas partiellement sur le patient s'il est in vivo? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Eh bien, pour répondre à cette question, moi je vais reprendre la pyramide des essais qu'on avait en aéronautique et on peut aussi travailler à différents stades. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler sur des pièces in vitro, sur de l'os spongieux par exemple, donc évidemment issu du centre du don du corps, hein, bien sûr. Et là encore une fois, je remercie le travail remarquable que l'on peut faire avec le laboratoire d'anatomie, où on a pu avoir accès à des pièces anatomiques pour pouvoir étudier le matériau lui-même et comprendre comment interagit le matériau osseux avec une charge de compression. Là, ça ne se voit pas très bien, mais c'est ce matériau-là que j'ai, c'est-à-dire j'ai une partie corticale, la paroi très dense de l'os, et une partie spongieuse qui est moins dense. Et puis là, ça ne se voit pas très bien non plus, mais c'est extrait de ces images-là. On a mis une bille de ciment au sein de l'os spongieux. Et on essaie de comprendre à l'échelle de la travée osseuse, finalement, eh bien, comment interagissent l'os, le tissu osseux avec son environnement, avec des conditions limites réalistes aussi, mais à l'échelle de la travée. C'est-à-dire, quand je parle de l'échelle de la travée, c'est qu'on est capable de mesurer des micromètres. Donc ça commence à être intéressant puisqu'on est capable de dire, attention, pour telle charge, il y aura tel déplacement de travée osseuse pour telle densité osseuse. Donc on se construit des abacs, petit à petit, c'est encore une phase d'apprentissage où on va avoir tout ça. Ah oui, pour conclure. Alors pour conclure, on fait aussi la même étape finalement à l'échelle du segment et on est capable de mesurer des champs mécaniques aussi sur des segments in vitro. Alors je vais juste revenir là-dessus, excuse-moi, mais là c'est juste pour dire qu'on est capable de faire des essais in vitro aussi au scanner rayon X, c'est-à-dire avec le même instrument qui est utilisé par le chirurgien. Donc on est capable de qualifier toute la chaîne de mesure et de dire, bien, pour un modèle numérique complet, on est capable de faire une comparaison entre des champs numériques et des champs expérimentaux et de qualifier toute la démarche de simulation numérique avec une géométrie et des matériaux donnés. Donc l'idée après, ça va être de déployer et d'exporter ça sur des patients en réalité, quoi. Et donc j'en arrive à la conclusion. Sur le fait qu'on a validé chacune des étapes, on a réussi à répondre à chacune des questions qui étaient posées par le chirurgien, et en essayant d'apporter à chaque fois des méthodes numériques qui peuvent l'aider au quotidien, avec une création de modèles via la segmentation, création de modèles via des modèles statistiques, et l'apport de la simulation numérique, à la fois pour les étapes de réduction et de stabilisation du plateau tibial. Donc là, c'était juste de façon très précise sur le tibia. On a les mêmes études en fait qui sont faites sur différentes vertèbres, mais c'était pour avoir un fil conducteur et puis pour conclure que le jumeau numérique, il est bien en fait un tremplin vers la médecine personnalisée. Et donc du coup, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Également pour la collection de photos de Georges Clooney, c'est pas mal. Bien vu. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Peut-être, je vais avoir une question très, très simple, mais sur le temps, en fait, sur la faisabilité. Enfin, moi, je ne me mesure pas par rapport à toutes ces phases d'expérimentation numérique. Combien de temps, en fait, ça peut prendre à partir du moment où vous recevez quelqu'un qui a une fracture jusqu'au moment de l'opération avec l'ensemble des données?
Alors, vous lire entre la partie, donc là, par exemple, entre le moment où on récupère les images et le moment où on peut, nous, mécaniquement, sortir ce genre de champ mécanique. Alors là, on vous a montré toutes les étapes de développement. Donc, toutes ces étapes de développement, elles ont été quand même très longues. Hein. Ça a fait l'objet d'une thèse entière. Hein. Oui, c'est pour ça que on pourrait même en faire... sur l'application. En plus, c'était une thèse vraiment très complète où on aurait pu décliner le sujet en 3 autres thèses. Hein. Mais alors, pour répondre à cette question, maintenant qu'on a développé tous ces outils, on est capable d'accéder à des segmentations d'images là, en à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc ça, c'est tout à fait admissible par un praticien. Ensuite, ces étapes-là de réduction, très honnêtement, c'est encore à l'étape de développement. C'est-à-dire qu'il faut quand même plusieurs heures pour développer un modèle comme celui-ci. Ces étapes de mesure en temps réel aussi au bloc opératoire, ça demande encore un peu de temps, mais le transfert, on n'en est pas très loin. Dans quelques mois, quelques années, on pourra certainement déployer un outil qui sera utilisé par les chirurgiens. Et cette étape de calcul également, ça demande encore plusieurs dizaines de minutes à ce jour. Donc là, on travaille en partenariat avec la société Ansys qui fournit le logiciel de simulation pour réduire au maximum ces temps de calcul. Mais là, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à ce jour, on a validé quasiment chacune des étapes. Et alors, pour les 2 premières étapes, là, c'est quelques minutes et ces outils peuvent être déployés en pratique. Enfin, tant que tu peux confirmer, mais ça, maintenant, on arrive à l'utiliser. En fait, pour la première partie, essayer de retrouver le plan, en fait, pour avoir le bon planning géométrique, on est capable de le faire maintenant. La seule chose qui va nous manquer, c'est que, en fait, chaque population est différente, comme on l'a évoqué, et donc pour être au plus proche, il faudrait augmenter la base de données. Donc en fait, l'étape qui manque n'est pas vraiment technologique, mais vraiment d'augmenter la base de données pour être au plus près de chaque population. Merci. Attendez, Bonsoir. Alors, je vous remercie d'abord pour cet exposé qui était vraiment très, très intéressant. Merci. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est que on voit que 2 intelligences différentes se regroupent et pour vraiment effectuer un futur travail certainement qui va vraiment apporter pour le patient, ça c'est certain. Moi j'ai une question, on en est à la segmentation, vous l'utilisez au bloc ou pas en ce moment? C'est-à-dire vous, est-ce que ça c'est validé ces méthodes ou c'est en cours? C'est-à-dire la segmentation, vous en êtes arrivé là. Est-ce que vous, au quotidien, vous l'utilisez ou pas? Est-ce que c'est validé? Parce que ce que je ne comprends pas dans la démarche, parce que je suis profane, ce que je ne comprends pas, c'est que logiquement, si vous validez une application, est-ce qu'elle doit être, comme des étapes de recherche, c'est-à-dire validée par les instances scientifiques, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. Certifié, oui, merci. Normé même d'ailleurs, est-ce qu'il y a une norme? En fait, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on travaille avec des outils qu'on a montrés qui s'appellent soit 3D Slicer, soit Ansys, en fait, qui eux sont des outils validés. En fait, on rentre des lignes de code en fait au sein d'outils validés pour leur usage. Donc en fait, si c'est l'usage de la segmentation, en fait, là, on a montré un type de logiciel qui traite les images et qui est validé pour l'utilisation sur l'image. Par contre, la question de la suite de est-ce qu'on s'en sert pour faire le planning, est-ce que ça c'est certifié? La réponse est non. Mais par contre, la segmentation pour mieux analyser les fragments et les comprendre, ça, il n'y a aucun souci avec le fait que oui, c'est utilisé maintenant dans notre quotidien, pas forcément pour toutes les fractures, pour les fractures articulaires complexes, parce que c'est celles qui nécessitent d'avoir la meilleure réduction. Il est vrai qu'on ne l'utilise pas pour les fractures non articulaires, mais au quotidien, de plus en plus maintenant, on l'utilise oui, pour les fractures articulaires. Est-ce que vous allez rentrer du coup dans un processus de recherche avec plusieurs types de fractures et lancer justement votre banque enfin, de données pour évoluer? Oui, c'est probablement une orientation qui n'est pas complètement décidée parce que en fait, notre but n'est pas d'avoir une base de données de fracturés, mais d'avoir une base de données de personnes saines. Parce que la personne fracturée arrivera le jour où elle arrive cassée. Donc on n'a pas spécifiquement besoin de patients. On a besoin de volontaires sains, en fait. Pour faire progresser cette recherche, on a plus besoin de volontaires sains que de patients. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer dans une étude avec un appel à donneurs sains? Si, exactement, ça serait l'objectif. Par contre, pour répondre aux stabilisations numériques, en fait, il y a un PHRC national qui est en cours, qui est piloté par Poitiers, donc qui s'appelle Tuber Impact, piloté par le CHU de Poitiers, et donc qui nous permettra d'avoir accès aux données des fractures réparées, du positionnement des implants et de pouvoir les simuler numériquement par la suite. Donc ça, c'est prévu par contre. Ça, c'est prévu, d'accord. Et vous estimez, pour arriver à avoir au moins un outil
abouti? À combien d'années? Ou vous avez eu un ordre en termes de temps ou, Je ne sais pas si on peut parler en années ou en mois, en fait, pour accéder à la dernière partie, là, cette partie-là. Alors, Oui. il y aura toujours ce blocage-là au milieu. Là. Par contre, l'aspect réduction, gonflement de ballonnet, notre doctorant, qui est aujourd'hui docteur, s'est arraché les cheveux pendant 3 ans dessus. Elle a eu des résultats très intéressants, mais ça, pour l'instant, on ne sait pas encore faire. Mais cette étape-là, je pense qu'on peut parler en termes de peut-être 1 ou 2 ans pour accéder à des informations intéressantes. Mais il nous faut la base des tibias. Et puis après, alors, c'est là où le PHRC va nous aider quand même aussi fortement, puisqu'on va pouvoir accéder à une base de données complète de segments fracturés stabilisés. Et donc l'idée, ça sera aussi d'avoir une expertise numérique sur tous ces segments fracturés stabilisés. Donc on peut peut-être parler de quelques années quand même, puisque le temps que le PHRC puisse produire tous ces résultats avec nous, après on moissonne tous ces résultats aussi en termes d'imagerie et qu'on les exploite, ça peut demander quand même un peu de temps. Et juste pour préciser, pour les gens qui ne sont pas médecins ou pas aguerris, c'est un PHRC en l'occurrence, là, ça veut dire que c'est un essai clinique randomisé sur 10 CHU français qui inclut les patients qui ont des fractures du tibia, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'une centaine en fait, de patients fracturés avec des données exploitables, en fait, pour préciser un petit peu ça. Et donc exactement, pour revenir à ce que vous disiez, là, on va avoir aussi quand même cette courbe d'apprentissage sur cette phase-là qui va être très intéressante à exploiter aussi. Donc ça va demander quand même un peu de temps. Donc, on peut peut-être parler de quelques années encore pour arriver à quelque chose de validé, certifié, comme on l'a évoqué en début de discussion. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer pour demain, avec vos compétences et les vôtres, pouvoir carrément, lorsqu'on a une fracture tibia qui n'est pas belle ou enfin particulièrement délabrante, est-ce qu'on ne peut pas penser que demain, on pourra tout enlever carrément et on remplacera par une prothèse qui sera étudiée avec tout ce qu'il faut pour, en tout cas, remplacer l'os dans sa globalité. Parce que les fractures, même si vous mettez votre ballonnet, on voit bien qu'il y a quand même... c'est cassé. Donc derrière, il faut reconstruire. Le ciment, vous le mettez, mais il va combler, mais ça ne remplace jamais... Enfin, c'est pas tout à fait comme l'os comme il était auparavant. Alors que si on fait une prothèse, on peut, avec ce que vous êtes capable de faire, on peut refaire une prothèse entière, à la limite, peut-être à l'identique, si on peut, que... Oui, sur mesure, oui. Oui, mais alors ça c'est une très bonne question, mais comme on l'a évoqué, en fait, faire des pièces mécaniques, ça c'est très bien connu de l'aéronautique. Donc ça, fabriquer une pièce en fait sur mesure personnalisée, en fait, ça serait assez simple. Le réel enjeu de tout ça, c'est comme le corps est en fait c'est un organisme vivant. Finalement, là, il va se régénérer, réparer dans une bonne position pour finalement s'auto-guérir. Finalement, quand on parle de faire un échange de pièces, il y a l'intégration de la pièce, il y a le fait qu'elle va cellulariser, se vasculariser, qu'elle soit bien imprimée. Enfin, il y a toute cette notion de bioprinting en fait derrière, qui est bien sûr, c'est passionnant, mais c'est un stade qui est de développement en fait. Il reste de nombreuses années. En fait, si vous voulez, c'est pas très clair déjà pour l'os de savoir exactement la forme 3D qu'on devrait lui donner pour qu'il s'ostéo-intègre correctement. Il y a encore beaucoup de travaux de la littérature qui disent quelle est la taille des pores que doit avoir l'os spongieux qu'on imprimerait. Et d'ailleurs, il y a une thèse en cours de notre équipe qui est commune avec Limoges, dont c'est le sujet à part entière. Donc, on est plus près de bien réparer en laissant l'organisme et la nature faire les choses. On n'en est pas encore au stade de faire un échange de pièces standards organiques, en tout cas, pour l'orthopédie. C'est une thèse avec l'IRSER. Oui. C'est ça. On avait invité aussi Chantal Damia à propos de la céramique, des os en céramique. Donc alors à terme, peut-être pas remplacer totalement la pièce, mais en tout cas déjà comprendre... Ce qui est intéressant, c'est la taille des pores et la forme aussi des pores. On a vu que la néovascularisation qui se faisait était dépendante en fait de la forme qu'il y avait, au-delà de la taille, encore une fois. Il y a un tropisme géométrique qui reste complètement, ce qui est vraiment assez intéressant. Merci. Bon, moi aussi, je vous félicite pour l'exposé là. Dans le cas de fractures articulaires très, très particulières, suite à un accident, un truc comme ça, avez-vous déjà pensé
à solliciter cette personne pour qu'elle revienne afin de faire une analyse qui confirmera toutes vos validations. C'est la meilleure des validations. Hein. La personne est soumise à des contraintes mécaniques. Donc là, vous verrez bien si la technique que vous avez utilisée est fiable. Alors, ça serait l'idéal, effectivement, de pouvoir d'avoir les imageries du patient à différentes étapes de la consolidation osseuse, de manière après à reconstruire le jumeau numérique à chacune de ces étapes. Vous avez raison. Je ne sais pas si on pourra avoir accès à ce type de données, parce que quand tu fais revenir les patients, je ne sais pas si tu fais un scan systématique. Oui, c'est que le scanner, comme c'est irradiant, malgré tout, en fait, on le limite pour voir la qualité de la réduction et tout à la fin, la qualité de la consolidation finale. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas de scanner aux patients pour les étapes intermédiaires, malheureusement, parce que c'est irradiant. Donc c'est vrai que c'est des données qui pourraient être intéressantes dans un protocole de recherche. Il n'est pas certain qu'on ait complètement le droit de le réaliser encore pour l'instant, parce que ça irradierait en plus les patients. Dès l'instant, vous avez l'autorisation des patients, en fait. Mais en fait, c'est un coût. L'autorisation du patient, mais en fait des tutelles compétentes pour que éthiquement on ait le droit de le faire. Parce que en fait, quand on a la chance d'être médecin, quand on propose quelque chose au patient, eh ben, spontanément, il a plutôt tendance à dire oui. Et c'est pour ça qu'on a des tutelles compétentes en éthique pour savoir si le projet est recevable ou non. Parce que c'est pas simplement l'accord du patient qu'il nous faut, mais l'accord de nos tutelles, en fait, qui disent oui, ce que vous proposez de faire au patient, c'est bien et c'est pas un peu trop invasif.